Si la Libye brûle, qui pourra la gouverner? D'ici Muammar Kadhafi, un 1er septembre. Rendu donc à 2018, force est de constater que le pays du guide libyen est toujours en proie au chaos, et ceci depuis sa chute. Aujourd'hui encore, la Libye est donc présentée tout simplement comme le foyer des pires atrocités humaines. On a encore en souvenir le dernier épisode de l'esclavage que vivent justement des migrants africains dans ce pays, sans oublier la guerre du pouvoir qui est toujours au sommet justement, ou alors qui alimente toujours les chaumières entre Fayez el-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Vous l'aurez compris, fidèles téléspectateurs, qu'une fois de plus ce soir, dans le cadre de littérature africaine, nous remettons justement sur la table le combat, ou du moins la lutte acharné d'un panafricaniste qu'on ne présente plus. Il s'agit bien sûr de Muammar Kadhafi, même s'il ne fait plus partie du commun des mortels. Mais aujourd'hui, nous revenons tout soit peu sur sa vie, mais également sa mort. Et le plus important serait justement de tirer des leçons, s'il y a bien sûr des leçons à tirer, car c'est ainsi que s'intitule donc le livre qui va retenir notre attention durant donc cette cinquantaine de minutes. Vie et mort de Muammar Kadhafi. Quelles leçons pour l'Afrique? Et pour ce faire, nous recevons à nouveau dans notre édition littérature africaine le professeur Jean-Emmanuel Pondy, parce que c'est bien sûr lui qui est à l'origine de ce chef-d'œuvre. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Lydie. Merci. Et merci une fois de plus de nous faire l'honneur de revenir sur le plateau de littérature africaine. Avec beaucoup de plaisir, croyez-moi. Alors, je ne vous ai pas oublié, fidèles téléspectateurs, parce que le bonsoir, vous le méritez bien, de par justement le temps que vous nous accordez. Alors, une fois de plus, un petit détour, juste pour découvrir qui est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy, spécialiste en relations internationales, est un pur et fin produit des universités d'État de Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique, de la London School of Economics en Angleterre et de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Il dispose d'une expérience professionnelle d'enseignant d'université de plus de 20 ans, dont plus d'une dizaine passée dans l'administration et la direction dans l'Institut de formation diplomatique de premier plan. Il a une parfaite maîtrise des domaines tels que l'histoire des relations internationales africaines, organisation internationale, diplomatie, analyse stratégique, théorie des relations internationales, de même que d'excellentes aptitudes prouvées à la capacité d'impulser le rayonnement national et international d'un institut de formation diplomatique de premier plan. Mais pour y parvenir, le grand prof, comme ses étudiants l'appellent communément, a fait du chemin dans ses carrières universitaires et administratives. Tout commence en 1986. Il est alors assistant enseignant de politique internationale à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Un an plus tard, il est chargé de cours et enseignant de politique internationale à l'IRIC. En 1991, il devient le chef des services de la coopération nationale et de la coopération internationale de l'Université de Yaoundé, puis enseignant associé de sciences politiques à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé. Il a même assuré le secrétariat général de l'IRIC de mars 1993 à janvier 1999 avec un rang de chef de service. Tour à tour, Jean-Emmanuel Pondy a été maître de conférences de sciences politiques à l'Université catholique d'Afrique centrale, puis à l'IRIC, où il finit par être directeur de janvier 1999 à septembre 2005. Rendu à ce jour, le professeur Jean-Emmanuel Pondy ne cesse de parcourir les universités du monde, où il fait l'objet de moult invitations à l'instar de l'École des études internationales avancées de l'Université de Johns Hopkins, Washington, D.C., du Centre d'études internationales de l'Université de Cambridge, de l'Institut des hautes études internationales de Genève, de l'Institut des études internationales et diplomatiques de Nairobi au Kenya, ou encore de l'Institut chinois des relations internationales de Beijing. Des pays comme la Gambie, le Liban et bien d'autres ont également bénéficié de son expertise.
Professeur hors échelle, indice 1400 depuis le 1er octobre 2006, le professeur Jean-Emmanuel Pondy a vu le jour le 26 novembre 1958 à Konsamba au Cameroun. Père de famille, il est également auteur de plusieurs ouvrages à succès, à l'exemple de Harcèlement sexuel et déontologie en milieu universitaire, Repenser le développement à partir de l'Afrique, Barack Obama, de l'interrogation à l'admiration, Reine d'Afrique ou racines de l'Union africaine, Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle, ou encore Nelson Mandela, un exemple pour l'humanité. Avec sa parfaite maîtrise du français et de l'anglais, il détient aussi des notions moyennes en espagnol. Et voilà, c'est bien sûr le professeur, moi je l'appelle grand prof, Jean-Emmanuel Pondy. Je tiens justement à rappeler que tous ces ouvrages, du moins la plupart, que ce soit Nelson Mandela, Thomas Sankara ou même encore Vie et mort de Muammar Kadhafi, quelles leçons pour l'Afrique, sont tous édités bien sûr à la maison d'édition Afrique Éveil. Et c'est important justement pour que l'Afrique s'éveille. Exactement. Très important. Pour l'éveil de l'Afrique. Pour l'éveil de l'Afrique. Alors aujourd'hui encore, on revient. C'est vrai qu'il y a quelques temps, nous avons reçu justement, dans le cadre de cette émission, on revenait sur Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à une autre figure emblématique de l'Afrique. Il s'agit bien sûr de Muammar Kadhafi, oui, le guide libyen. Effectivement, Muammar Kadhafi, qui est fils de Libye, s'est, je dirais, imposé au calendrier panafricain, un peu par hasard, il faut bien le dire, parce que son héros d'enfance avait été Gamal Abdel Nasser, qui était donc le président de l'Égypte, qui avait posé un acte pan-arabe très important en nationalisant tout simplement le canal de Suez. Ouais. Donc, il est devenu un héros du monde arabe. Et c'est à ce moment-là, précisément, que le jeune Kadhafi admirait tout ce qui était des causes pour son peuple et pour les peuples déshérités. Mais il est devenu panafricaniste un peu après. C'est-à-dire que quand il a été un tout petit peu désavoué, il faut le dire, hein, par un certain nombre de présidents, comme le président tunisien, qui était nettement plus âgé que lui, le président Habib Bourguiba, avec qui il avait passé un accord, il avait passé un accord avec l'Algérie, il avait passé un accord avec le Maroc, mais tous ces chefs d'État ou monarques le trouvaient un peu trop bouillant. Après sa révolution du 1er septembre 1969, eh bien, il apparaissait comme un peu trop agité pour eux, et ils se sont graduellement méfiés de lui. Et il a trouvé donc un terrain de substitution où il était largement accueilli, mais encore là, il a mal commencé avec le Tchad, parce qu'il faut bien dire qu'avec la bande d'Aouzou, ça s'est plutôt mal passé, la Libye voulant contrôler la bande d'Aouzou, et bien sûr le Tchad résistant à ce qu'il considérait comme une conquête inacceptable. L'affaire a été gérée à la Cour internationale de justice en faveur du Tchad. Et c'est après cet épisode qu'il a véritablement embrassé la cause panafricaine de plein pied. Une cause panafricaine qui lui a coûté toute sa vie. Oui, mais disons que Muammar Kadhafi a cru beaucoup en l'Afrique, pas simplement dans les discours, comme on le verra peut-être tout à l'heure, oui, dans les investissements économiques, dans les investissements financiers et dans des prises de position très marquées en faveur de l'Afrique. Alors, professeur, je voudrais que nous revenions un tout petit peu sur la formation, la jeunesse, la formation de Muammar Kadhafi. Oui. Parce que c'est vrai, pour nous autres, ou alors pour des personnes qui en entendent parler, ou qui l'ont même connu, ont peut-être découvert le Kadhafi panafricaniste, mais ne savent pas d'où est-ce qu'il tirait justement cette énergie, quelles étaient ses motivations, comment ça s'est passé dans sa jeunesse, il a évolué sous les traces de qui? Oui, justement, il importe peut-être de bien dire que Muammar Kadhafi est le premier de sa famille à aller à l'école occidentale. Parce que ce sont des bédouins, donc des nomades. Oui. Des personnes qui n'ont pas un ancrage physique connu. Les nomades vont au gré des saisons et au gré des opportunités.
Il a été le premier de sa famille à avoir été dans l'école occidentale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été à l'école traditionnelle. Là aussi, il ne faut pas exagérer. Mais de ce fait, il avait un trait de caractère qui était une liberté sans fin. Parce que le nomade n'a pas en réalité de limite. Il s'établit partout où besoin se fait sentir. Il avait donc ce trait de caractère. Il n'aimait pas l'autorité, il n'aimait pas du tout l'autorité administrative, encore moins l'autorité politique. Et c'est l'un des rares militaires qui avoue être allé dans une académie militaire, non pas pour devenir soldat, mais pour faire une révolution. Vous voyez que c'est quand même assez inhabituel. Et de l'affirmer comme ça aux yeux du monde. Oui, il a dit. Il a dit. Et il a fait. Il a fait, effectivement. Et parlons justement de ses débuts professionnels. Alors, j'ai campé un peu sa jeunesse. Autour des années 1943-44, la Libye est bombardée par les pays alliés. Et il ne comprend pas pourquoi, parce qu'il est d'abord très jeune. Mais ce qu'il sait, c'est que son monde est en pleine ébullition, qu'on tire de partout. Et ça va créer chez lui une haine de ceux qu'il considère comme les envahisseurs de la Libye. Mais il faut aussi dire que la Libye n'est pas très respectée, même des Arabes eux-mêmes, qui la considèrent un peu comme une terre pas vraiment très vertueuse, pour des raisons peut-être culturelles là-bas. Mais la Libye n'est pas prise au sérieux comme un pays vraiment majestueux ou vertueux. Et il en souffre en fait. Et ça se voit plus tard. Il va vouloir prendre une revanche et montrer que la Libye est un pays qui catalyse des valeurs et aussi des objectifs. Je crois que tout ça, c'est aussi, comme on le voit souvent, dans l'enfance d'un chef ou d'un leader, qu'il faut chercher les causes de son comportement ultérieur. D'accord. Alors, on comprend effectivement que c'était ça, les débuts professionnels de Muammar Kadhafi. À l'académie à Benghazi, oui. À Benghazi. Oui, l'académie militaire. D'accord. Mais justement, après, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il était l'un des rares à aller... Le premier de sa famille. Justement de sa famille à faire l'école occidentale. Oui. Une école justement qui par la suite... peut-être n'a pas porté de bons fruits dans les relations entre la Libye et l'Occident. Il explique, et d'autres expliquent à sa suite, qu'il avait une relation un peu difficile avec l'Occident, qu'il avait du mal à croire. Et il avait du mal à penser que l'Occident veut du bien à la Libye. Alors, parlons justement de ces choses imposées. Il y avait également la guerre du pétrole, qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Alors, quand il devient président, le 1er septembre 1969, la première des choses qu'il va faire, c'est de nationaliser le pétrole et le gaz naturel libyen. Ce qui, naturellement, ne plaît pas du tout aux Occidentaux. Et il va faire un discours. Mais professeur, pourquoi? C'est un pétrole libyen qui n'a rien à voir avec l'Occident. Parce qu'il estime, non, le pétrole n'était pas exploité par la Libye, était exploité par des consortiums occidentaux, notamment américains et britanniques. Et il estimait que la part qui revenait à la Libye était scandaleusement basse et était une exploitation inacceptable. Estimation avérée. Oui, par les faits. Et donc c'est pour ça qu'il va changer la donne immédiatement après son accession, en disant que la part de la Libye va être augmentée de façon substantielle. Et c'est ce qu'il va faire. Et de même qu'il va nationaliser, comme je l'ai dit, le gaz naturel. Et il va aller au-delà de cela en refusant de livrer la manne du pétrole libyen comme ça à l'Occident, sans contrepartie. Et évidemment, cette nouvelle posture de ce nouveau leader va être très mal perçue par l'Occident. Alors, comme qui dirait, les Africains doivent automatiquement marcher au rythme des pas de l'Occident? Disons que parce que du moment où ils commencent à se rétracter, ou alors lorsque, comme on le dit communément, ces dirigeants commencent à ouvrir les yeux, bonjour les problèmes, bonjour les contradictions. Oui, disons que l'environnement éducationnel, tout ce qu'on a appris aux Africains pendant la période considérée comme celle de colonisation, était toujours l'assujettissement. C'était l'idée selon laquelle il y a des civilisations supérieures et des civilisations inférieures. Parce que c'est ça la base même de la colonisation.
on vous apporte la lumière, entre guillemets, on vous apporte le développement, entre guillemets, on vous apporte la civilisation. On n'a pas dit les civilisations, mais on dit la civilisation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une seule, et puis les autres ne sont pas des civilisations. Donc, c'est sur cette base totalement inégalitaire que s'établit toute colonisation, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Et donc, ce n'est pas l'égalité, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la reconnaissance de l'humanité dans l'autre qui est la base ou le moteur de la colonisation. Et il était donc contre tout cela, et il était contre l'avilissement des Libyens. Parce que les Libyens étaient toujours humiliés, étaient toujours considérés comme les derniers de la classe, même dans un contexte arabe. Et il a donc intériorisé tout ceci, et s'est dit que quand il va arriver au pouvoir, d'abord, le roi de Libye sera renversé, qui est considéré comme un monarque indigne, parce que justement, il lui reprochait d'être à la solde de ses maîtres, entre guillemets, c'est-à-dire les Occidentaux. Et il avait donc promis, dès son premier discours, de remettre la démocratie populaire, avait-il dit, et il avait parlé, dès son premier discours, de faire en sorte qu'il y ait une distribution équitable entre citoyens de Libye de la richesse libyenne. Voilà, déjà dès le début, il avait campé le décor. Camper le décor, mais il va plus loin lorsqu'il décide maintenant de lui-même faire les choix en termes enfin, parlant d'armement. Il fait ses choix à lui. Oui, c'est ça le paradoxe. En fait, la Libye a, sur le plan économique, une particularité. C'est que la Libye avait énormément de ressources pétrolières, donc financières, mais accoudées, ou bien adossées plutôt, à une population très minime. Alors, ce qui fait que chaque Libyen avait beaucoup d'argent. Ce qu'a fait Mouammar Kadhafi, c'était de s'assurer que chaque ménage libyen, à la fin de chaque année, a un chèque qu'il reçoit comme revenu pétrolier, par exemple. Bon, chose qui ne s'était vue nulle part ailleurs. Parlons de sa posture sur l'anticolonialiste qu'il était et l'anti-impérialiste. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ça a été une posture constante. Mais il n'a pas seulement dit qu'il était anticolonialiste, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui le disent effectivement. Mais qui ne le sont pas. Disons qu'ils ne le sont pas de par les actes. Voilà, qu'ils ne le prouvent pas par les actes, on dirait. Alors lui, il a utilisé de l'énorme richesse pétrolière libyenne, dans les conditions que je vous ai décrites tout à l'heure, et qu'il a mise au service, justement, je dirais, de la libération économique de l'Afrique. Il se trouve que quand l'OUA arrive en fin de parcours, nous sommes à la fin des années 1990. Et c'était par la conférence de Sirte, justement, le 9/9/99, que la Libye va orchestrer, je dirais, de bout en bout. Parce que c'est la Libye qui va convoquer la réunion, mais c'est la Libye qui va payer et éponger tous les arriérés des États membres de l'OUA qui n'avaient plus le droit à la parole. Et pour que ceux-ci puissent voter et parler, la Libye a pris sur elle d'éponger l'ensemble de leurs ardoises qui s'élevaient en millions de dollars. La Libye a envoyé des avions chercher les conférenciers qui le souhaitaient, avec la compagnie aujourd'hui défunte Afriquia, et c'est la Libye qui a soutenu financièrement l'ensemble de la conférence en termes d'hébergement, etc. Donc on peut dire, sans risque de se tromper, n'eût été l'engagement total du guide libyen, certainement que la conférence de Sirte, qui a été le premier jalon de la naissance de l'Union africaine, n'aurait pas eu lieu. D'accord. Et cela nous conduit directement à ce rêve, ce grand rêve qui, peut-être aujourd'hui, commence à devenir réalité, l'Afrique unie. Oui. Il croyait, lui, et il l'a dit au sommet du 11 juillet 2000 à Lomé, qui était le sommet où on a présenté pour la première fois l'acte constitutif de l'Union africaine, donc le 11 juillet 2000, à 11h15. Je me souviens parce que j'ai regardé ma montre quand on a sorti l'acte et qu'on l'a posé sur la table, à Lomé. Eh bien, il a pris la parole pour dire, avec un peu d'humour, il a dit qu'il est grippé et qu'il ne parlera pas très longtemps. Mais il a parlé pendant 45 minutes. Quand même. Où il disait que l'acte de naissance réel de l'Afrique, c'est avec l'acte constitutif qui va consacrer
la renaissance économique de l'Afrique. Parce que l'indépendance politique, comme l'avait dit Kwame Nkrumah avant lui, n'est rien. Il faut qu'il y ait en même temps l'indépendance économique. Et il a demandé à ses pairs, devant tout le monde, pourquoi ils refusent de venir prendre ce qui a été mis de côté pour l'intégration africaine. Et il a dit 1 milliard de dollars pour commencer. Et que le reste suivra au fur et à mesure des besoins. Et donc, il a fait ce discours novateur pour dire qu'il ne croit pas seulement à la libération politique, qui, quand elle n'est pas accompagnée d'une autonomie économique, eh bien, rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Et justement, il y a eu quand même des revers subis par la Libye en Afrique du Nord. Bien sûr. La Libye, comme je l'ai dit au départ, avait été rejetée par beaucoup de leaders nord-africains. Maghrébiens. Oui, du Maghreb, parce qu'on estimait qu'il était imprévisible, trop bouillant, trop jeune, trop ambitieux. Et peut-être même le soupçonnait-on de vouloir son panafricanisme à leur détriment, c'est-à-dire devenir président de tous ces pays-là. Donc, pour toutes ces raisons, il n'a pas connu de grand succès là-bas. Mais il a connu un grand succès, par contre, en Afrique subsaharienne. Subsaharienne, oui. Et quels ont été ses premiers déboires? En Afrique subsaharienne, oui. Non, ça avait été avec le Tchad, bien sûr, où il y a eu une guerre carrément, comme je l'ai dit, contre l'armée tchadienne, contre la République du Tchad, parce qu'ils voulaient s'arroger la bande d'Aouzou, ce qui était contre, en fait, le droit international. Et le Tchad a eu gain de cause devant la Cour internationale de justice, c'est-à-dire devant les outils du droit international, et il a été obligé, contraint, de renoncer à cela et de replier pour ne plus jamais demander ce type de, disons, d'avilissement. Et c'est pour ça que, une fois qu'il a avalé cette défaite cuisante, cette humiliation, il est revenu vers l'Afrique, cette fois-ci de manière pacifique. Et l'Afrique l'a accepté, l'Afrique l'a adopté comme l'un des siens. L'Afrique lui a même donné le titre de chef traditionnel de tous ces, disons, des différents regroupements traditionnels africains. Alors, professeur, tout le monde le sait, du moins pour des Africains ou encore des panafricanistes avertis, que Kadhafi s'est beaucoup investi, enfin de son vivant, sur la création des États-Unis d'Afrique. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de l'Union africaine, mais est-ce que c'est un rêve ou alors c'est un souhait qui tend à être réalisable? Vous savez, Madame Linda Ndedi, quand les frères Wright ont parlé de l'avion, ont parlé d'un appareil qui peut quitter le sol, rester dans les airs et puis se reposer sur le sol, je pense que la plupart de ceux qui les ont écoutés ont pensé qu'ils avaient affaire à des déséquilibrés mentaux. Aujourd'hui, le moyen le plus sûr de transport, c'est l'avion. Donc tout commence par un rêve, effectivement, et c'est par votre manière d'être perspicace, tenace et déterminé que vous arrivez à transformer ce rêve en réalité. Donc ce n'est pas un drame ni un crime que de rêver des grands rêves pour l'Afrique. C'est tout le contraire. Et lui, il a vraiment mis sa passion à cela, au point même d'agacer les autres Africains. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains qui étaient agacés par l'obsession panafricaine de Muammar Kadhafi. Mais moi, je pense que rien de bien ne peut se faire sans passion. Et je suis la dernière personne à lui reprocher son obsession panafricaniste. Et je crois que c'est comme ça qu'il a réussi quand même à laisser des marques qui aujourd'hui vont lui, survivre en réalité. Donc il a rêvé l'Afrique et la réunion dont nous avons parlé de Sirte avait comme texte la déclaration pour la création des États-Unis d'Afrique. Et c'était la première fois depuis 1963, à la naissance de l'OUA, le 25 mai, à Addis Abeba, qu'un document portant le nom États-Unis d'Afrique était porté sur la place publique sans qu'il n'y ait des désistements et des départs entre les deux groupes d'avant, c'est-à-dire celui de Monrovia d'un côté et celui de Casablanca de l'autre. Voilà. Alors, professeur, mais
Quand on vous écoute ou quand on parcourt un tout petit peu l'ouvrage, Kadhafi n'avait pas d'allié, il ne faisait confiance à personne, il ne faisait confiance qu'à lui-même. Disons qu'il avait les moyens de sa politique. Il faut être vraiment clair à cela. Il avait énormément d'argent, des milliards de dollars. Il n'avait pas besoin d'alliances diplomatiques pour réussir. Mais ce dont il avait besoin, c'était des alliances stratégiques. Et il les avait. Grâce à des consortiums qu'il avait créés. Par exemple, il avait Malibia, bon, qui était entre la Libye et le Mali. Je pense 100 000 hectares de champs avec des fruits, disons des champs avec des arbres fruitiers. Et il produisait beaucoup. Il avait fait par exemple dans les hôtels, dans l'hôtellerie à travers l'Afrique. Il avait fait dans la formation. Mais Muammar Kadhafi avait investi plus de 120 milliards de dollars entre 2000 et 2010. Oui. Ce que n'a pas fait la Banque mondiale, ce que n'ont pas fait les institutions comme le Fonds monétaire international. Donc, on ne pouvait pas le prendre à défaut en termes non seulement de son discours, mais surtout de la convergence entre son discours et son action. Et je l'ai dit, sur le plan politique, c'est autre chose. Il n'était pas aussi tolérant que cela. Oui. Mais sur le plan économique, il a posé les bases et les jalons d'une Afrique qui pouvait devenir autonome au plan économique. Surtout quand on sait que le sous-sol africain est bougrement doté d'une certaine richesse et il faudrait peut-être quelque chose qui pourrait peut-être booster ou amener ces différents chefs d'État justement à faire ou alors à suivre l'exemple Kadhafi. C'est ça, c'est ça. Bon, il a créé par exemple Oil Libya, qui était quand même dans avec plus de 200 stations à travers l'Afrique. Il a créé Afriquia, qui était une compagnie, ce qu'on appelle aujourd'hui low cost, c'est-à-dire à prix réduit, pour que les Africains puissent voyager à travers le continent avec des prix raisonnables. Il avait créé beaucoup de choses. Donc ce n'était pas simplement un discours vide et abstrait. Il était quand même accompagné d'un certain nombre de choses vérifiables. Il avait par exemple acheté Rascom, qui était le satellite de communication, qui pour la première fois faisait en sorte que à partir du Cameroun, vous pouviez voir la télévision sénégalaise ou sud-africaine ou nigériane, alors qu'avant nous étions condamnés à regarder que les télévisions occidentales qu'on nous louait à 500 000 euros par an et par pays. Vous voyez donc tout cela, il a brisé ses tabous et ça ne lui a pas valu que des amis. Ça ne lui a pas valu que des amis. Et donc, tout à l'heure, nous reviendrons de fond en comble sur justement les leçons, si jamais il y a des leçons à tirer du parcours de Kadhafi sur Terre, entre sa vie et sa mort, à qui profite généralement cela. Le temps pour nous, justement, de faire le tour, une fois de plus, des différents livres parus cette semaine. Le premier arrêt de ce voyage, c'est au Nigeria, avec Le Monde s'effondre de Chinua Achebe, tragique roman à la langue limpide. Le Monde s'effondre rend hommage à l'Afrique précoloniale à l'aube de sa décolonisation. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur, dit un proverbe africain. Avec cette fable cruelle, Chinua Achebe devenait l'un des premiers lions du continent à prendre la plume. En Algérie, Yasmine Kadra nous ouvre grand les bras pour une équation africaine. Une Afrique sans Africains, telle est l'impression que laisse au lecteur le roman L'équation africaine, exploite un fait actuel largement répercuté par les médias, notamment celui des enlèvements de journalistes, de touristes, d'agents d'organisations humanitaires internationales par des groupes armés qui se revendiquent d'organisations islamistes affiliées à l'AQMI du Maghreb. Dans le récit de Yasmine Kadra, ces ravisseurs n'ont aucune parenté politique. Ils apparaissent comme des bandes hétéroclites, sans aucune filiation, des électrons libres, hiérarchisés en sous-traitant moyennant la mise à prix des otages qui génèrent souvent des conflits entre bandes armées rivales. Une équation africaine atemporelle de Yasmine Kadra. Je vous amène cette fois au Mozambique pour redécouvrir l'accordeur de silence de Miakuto.
dans la réserve de chasse isolée au cœur d'un Mozambique dévasté par les guerres. Le monde de Mianito, l'accordeur de silence, né pour se taire, va voler en éclats avec l'arrivée d'une femme inconnue qui mettra Sylvestre, le maître de ce monde désolé, en face de sa culpabilité. Miakuto tire de la langue du Mozambique, belle, tragique, drôle, énigmatique, tout son pouvoir de création d'univers. Miakuto tire de la langue du Mozambique, belle, tragique, drôle, énigmatique, tout son pouvoir de création d'un univers littéraire plein d'inventions, de poésie et d'ironie. Autorisons-nous une escale au Cameroun pour refaire connaissance avec Assez l'Africaine de Calixte Biala. Cameroun, terre pétrie de sentines, embrochée de lianes et de marigots, asile de superstitions et de serpents bois, au milieu un village cocorico misérable, un coin de brousse écrasé de soleil, de poussière, un certain Aono y vit et quitte donc ce village pour la ville où tout est dit. Là-bas, Douala, Laton, Souraya, sœur inconnue, tant désirée et si détestée. Des lumières crues de Douala au clan des Parisiens, de la chaleur africaine au puant frima du métro. La route d'Assez est chaotique et multicolore. Ses rêves sont à la hauteur de son désespoir. Ses cris sont ceux du peuple noir. Notre voyage s'arrête au Sénégal, sur le long du fleuve Sénégal, révisité par Bracher Maya. Au long du fleuve Sénégal, des photos réalisées dans le cadre de la MISOE, mission d'études sociologiques sur les pratiques agricoles qui se déroula dans la vallée du fleuve Sénégal en 1958. Un témoignage aujourd'hui précieux sur les modes de vie d'avant l'indépendance dans la haute vallée du fleuve. Fin de l'escapade littéraire de ce jour. Bonne lecture à tous. Et voilà, merci à vous Amanda et Loka pour ce tour dans les librairies ou encore dans les maisons d'édition. De suite, la deuxième partie de cette émission, juste après ceci. Alors, nous poursuivons le décryptage justement de cet ouvrage « Vie et mort de Muammar al-Kadhafi. Quelle leçon pour l'Afrique ?» Ce que beaucoup de gens ont retenu, c'est que les relations, c'était pas trop ça avec les Occidentaux. Mais alors, pas du tout. Justement, il était l'ennemi public numéro 1 des États-Unis d'Amérique sous la présidence du président Ronald Reagan. En fait, il était considéré comme l'homme à abattre. Et il y a eu un raid sur ses résidences de palais. Malheureusement, les Américains ne savaient pas qu'il ne dort pas au palais. Muammar Kadhafi dormait chez l'habitant, la nuit tombée. Donc il arrivait, par exemple, à Tripoli ou bien à Benghazi, et il frappait et il passait la nuit là-bas. Il n'avait pas cette information. Et donc on a bombardé ses palais et sans qu'on ne puisse l'atteindre. Alors, professeur, c'est vrai que le temps nous tient vraiment par la gorge ce soir et on voudrait quand même prendre quelques citations de Muammar al-Kadhafi. On se retrouve juste après. Alors, il est des cycles qui sont inévitables dans l'histoire sociale. C'est désormais au tour de la race noire de prévaloir dans le monde. Muammar al-Kadhafi. Puis à cette autre citation, l'éducation obligaire est donc par nature coercitive et supprime la liberté. Imposer un enseignement spécifique est une décision dictatoriale. Bon, vous voyez que ça revient, c'est-à-dire que sa culture de bédouin, donc de nomade, jaillit par cette perception qu'il a, c'est-à-dire de l'ordre imposé. Il ne tolérait pas ça du tout. Alors, mais est-ce que on peut dire que c'est peut-être aussi l'une de ses postures mentales, peut-être. Il n'aimait pas trop l'autorité qui soit imposée. Alors, pour sortir, quelle leçon donc pour l'Afrique? La première leçon, je crois que c'est que
chaque fois qu'il y a eu un leader africain qui a eu la détermination de faire en sorte que l'Afrique soit en mesure de prendre ses décisions et de les appliquer, il a connu très souvent la déchéance. On peut penser que le fait que le Fonds monétaire africain ait été à deux doigts d'être mis dans un pays comme le Cameroun, sous l'égide de l'Union africaine, n'arrangeait pas tout le monde. Et il était déjà en phase de finition, ce projet-là. Et pour la première fois, l'Afrique allait être à la fois en mesure de prendre des décisions économiques et de les mettre en pratique. Parce que l'argent était déjà arrivé à Yaoundé, oui. Et je pense que tous les montants sont déclinés dans le livre, qui était déjà là. Donc c'était imminent. Peut-être que ça a dû jouer aussi dans la manière de décider de son départ. Oui. Deuxièmement, les pays occidentaux n'aiment pas trop, c'est la deuxième leçon, oui. Ceux qui sont en mesure, en fait, de ne pas dépendre d'eux. Parce qu'ils n'avaient pas de dette, ni à la Banque mondiale, ni au FMI, et donc par conséquent, pouvaient dire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient et comme ils voulaient. Ce genre d'électron libre n'est pas très apprécié, parce qu'il n'est pas contrôlable. La troisième leçon, c'est qu'il n'était pas très en phase avec les intellectuels, qu'il n'aimait pas beaucoup et dont il se méfiait. Et moi, je crois que ça a été l'une de ses faiblesses. Il n'a pas été en mesure de conceptualiser sa révolution kadhafienne. Et il n'a pas été en mesure de la faire perdurer. Parce que j'aurais pensé, pour ma part, s'il avait créé un prix Nobel, ou l'équivalent d'un prix Nobel, ouais. Ça serait resté pour peut-être le prix du meilleur panafricaniste, le prix de celui qui aura créé des institutions panafricaines à travers le continent. Il aurait pu laisser 10 milliards de dollars, ça serait resté jusqu'à la fin des temps. Il n'avait pas cette approche conceptuelle et intellectuelle. Tout le monde ne peut pas être intellectuel, c'est vrai. Et ce n'est pas que les intellectuels qui ont fait des bonnes choses. Ça aussi, c'est vrai. Mais cette dimension, il aurait pu s'entourer d'un certain nombre de personnes qui auraient fait en sorte que son passage sur Terre soit davantage encore pérennisé. Donc, et enfin, je crois qu'il faut que les Africains sachent que la cause panafricaniste est perçue dans beaucoup d'endroits comme dangereuse et subversive. C'est la subversion. Donc ce n'est pas un après-midi de pique-nique de dimanche. Il faut savoir que c'est une cause pour laquelle il faut savoir qu'il y a du danger. Une cause pour laquelle il faut savoir qu'il y a du danger. Vous retrouverez donc tous les détails dans cet ouvrage. La vie et mort de Muammar al-Kadhafi. Quelle leçon pour l'Afrique. Des éditions, bien sûr, Afrique Éveil. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, nous vous attendons, du moins nous attendons vos suggestions ou encore propositions à notre adresse email littératuraafricaine@yahoo.com. Professeur, nous vous disons une fois de plus merci pour le temps à nous accorder. C'est un plaisir, merci beaucoup. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, une fois qu'il sera 21h30.